Jacques Dutronc, le dernier acte d'un rebelle en silence. Il a fait vibrer toute une nation. Sa voix, son humour caustique et son esprit de rébellion ont marqué des générations. Mais derrière le sarcasme, les célèbres Ray-Ban et les volutes de cigares, Jacques Dutronc traverse désormais le dernier chapitre de sa vie, en silence et dans la douleur. À plus de 80 ans, cette légende française a posé sa guitare. Ses doigts le font souffrir, et le grand amour de sa vie s'éteint sous ses yeux. Comment l'homme qui se moquait jadis du conformisme a-t-il pu se retrouver ainsi, confronté à la solitude et à la fragilité? Retour sur la tragédie discrète d'une icône. La maladie qui redéfinit le destin. Jacques Dutronc n'a jamais été un enfant prodige. Il ne faisait pas partie de ces jeunes talents exhibés devant la famille ou poussés vers la célébrité par des parents ambitieux. Né le 26 avril 1943, en pleine Europe déchirée par la guerre, il grandit dans le Paris d'après-libération, au sein d'un foyer modeste mais intellectuellement riche. Son père, Pierre Dutronc, était ingénieur au charbonnage de France, un poste prestigieux à l'époque, mais sa véritable passion était la musique. Pianiste autodidacte et amateur de composition classique, Pierre remplissait leur appartement parisien du 67 rue de Provence de mélodies. Madeleine, la mère de Jacques, partageait cette sensibilité artistique, et leur maison résonnait de créativité, de curiosité et de conversation. Jacques fut inscrit très tôt à des cours de musique, d'abord le piano, puis le violon. Il fréquenta des établissements réputés de Paris, comme l'école Rocroi-Saint-Léon, puis le célèbre lycée Condorcet, où avaient étudié plusieurs générations d'intellectuels français. Mais rien n'y faisait. Jacques ne rêvait ni de scène ni de studio. Il s'intéressait davantage au dessin, au cinéma et aux errances avec ses amis dans les rues d'une ville en reconstruction, marquée par l'occupation et la guerre. Observateur silencieux, intelligent, mais peu intéressé par les cadres scolaires ou artistiques. Puis, sans prévenir, son corps le trahit. À 16 ans, Dutronc contracta la maladie de Bouillot, autrement dit un rhumatisme articulaire aigu avec complications sévères. Probablement déclenchée par une infection streptococcique mal soignée, la maladie attaqua ses articulations, provoquant des inflammations si douloureuses qu'il ne pouvait presque plus bouger. Dans les années 1950, les traitements étaient limités. Pour Jacques, cela signifiait une chose, l'immobilisation totale. Il fut retiré de l'école, ne pouvait plus sortir. Il passa près d'un an entier confiné dans l'appartement familial, dans une chambre qui ressemblait plus à une cellule qu'à un refuge. La douleur physique était intense, mais l'impact psychologique fut peut-être encore plus profond. Sa liberté d'adolescent, déjà fragile, s'envola. Alors que ses camarades découvraient les filles, les scooters et le rock'n'roll, lui restait alité, écoutant le monde défiler à travers le grésillement d'un poste de radio. Mais c'est justement par ce même poste de radio que le destin frappa. Un après-midi, lassé, désespéré de ressentir à nouveau quelque chose, Jacques attrapa une vieille guitare abandonnée par son frère aîné. Elle était poussiéreuse, désaccordée, et il ne connaissait aucun accord. Mais lentement, avec des doigts douloureux et une détermination farouche, il apprit. Il imitait les riffs qu'il entendait à la radio, des morceaux d'Elvis, de Chuck Berry et des premiers rockers français. Il n'avait ni partition ni professeur. Il n'en avait pas besoin. Quelque chose s'était réveillé en lui. Les journées devinrent moins insupportables. La musique devint une forme de rébellion contre l'immobilité. Elle lui offrait du rythme quand ses articulations refusaient de bouger. Elle lui offrait de l'imaginaire quand le monde extérieur restait inaccessible. Ce qui avait commencé comme un mécanisme de survie devint une vocation. Lorsqu'il fut capable de marcher à nouveau, Dutronc n'était pas simplement guéri, il était transformé. Sa main droite avait trouvé son groove, sa main gauche connaissait ses accords. Il forma un groupe avec des garçons du quartier, les Tritons, et ils commencèrent à jouer dans des cafés et petites salles de jeunes ados essayant de ressembler aux disques qu'ils vénéraient. Ironiquement, cette maladie tragique ne détruisit pas sa vie, elle la réorienta. Sans cette longue immobilisation, il aurait peut-être continué à errer, à griffonner des dessins ou à bricoler avec un appareil photo. Au lieu de cela, c'est cette année de douleur silencieuse, cette solitude forcée, qui l'obligea à écouter, à ressentir et finalement à chanter. Cette douleur, ce silence étrange de la jeunesse, deviendra la trame émotionnelle de toute son œuvre musicale. Elle est présente dans la mélancolie de Le Petit Jardin, dans la tonalité contemplative de Il est 5 heures, Paris s'éveille, et dans l'humour désabusé de J'aime les filles. Jacques Dutronc n'a pas seulement survécu à la maladie de Bouillot, il l'a transcendée, transformant une année d'immobilité en un rythme de vie qui allait faire écho à travers les générations. Célébrité, humour et rébellion.
La scène musicale française du début des années 1960 était au bord d'une révolution culturelle, et Jacques Dutronc allait en devenir l'une des figures les plus singulières et inoubliables. Après avoir surmonté la maladie qui changea sa trajectoire, Dutronc plongea tête la première dans l'effervescence de la jeunesse parisienne. Dès 1958, il était un habitué du Golf Drouot, une boîte de nuit enfumée et électrique du 9e arrondissement, surnommée le Temple du rock français. C'est là qu'il croisa d'autres marginaux qui deviendraient bientôt des icônes, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, Lon Chris. Ces rencontres allaient bien au-delà de simples contacts avec la célébrité, elles furent des collisions fondatrices. Inspiré par l'énergie du rock'n'roll et l'aura rebelle de ces jeunes stars, Dutronc commença à prendre la musique au sérieux. En 1961, à peine âgé de 18 ans, Jacques devint guitariste et chanteur des Tritons et les Cyclones, un groupe de rock signé par le label Vogue. Leurs premiers 45 tours ne firent pas grand bruit, mais ils donnèrent à Dutronc un premier aperçu du monde de l'enregistrement, des scènes et de l'industrie musicale. Il commença aussi à explorer l'écriture de chansons, composant notamment un des premiers succès de Françoise Hardy, Le temps de l'amour. Bien que l'interprétation de Hardy devienne légendaire, peu savaient à l'époque que Dutronc en était en partie l'artisan. Le groupe finit par se dissoudre à cause des obligations militaires. Dutronc fut envoyé en Allemagne, mais il revint à Paris au milieu des années 1960 avec un regard plus aiguisé et une meilleure compréhension du métier. Dans l'ombre, il devint un personnage clé chez Vogue, travaillant comme directeur pour Alpha Éditions et contribuant au lancement de plusieurs carrières artistiques. Pourtant, lui-même n'était pas encore pleinement sous les projecteurs. Cela changea en 1966. Vogue, cherchant une réponse à la popularité croissante d'Antoine, chouchou du mouvement yéyé, fit appel à l'écrivain Jacques Lanzmann et au compositeur Jacques Dutronc pour créer une alternative satirique. Le résultat fut « Et moi, et moi, et moi », une chanson mordante et ironique qui se moquait de l'humanisme de façade et de l'activisme performatif de la bourgeoisie française. Avec des lignes comme 700 millions de Chinois et moi, et moi, et moi, Dutronc brossait le portrait d'un homme accablé par les problèmes du monde mais ne pensant qu'à lui-même. La chanson fut un succès immédiat, se vendant à plus de 100 000 exemplaires et propulsant Dutronc à la célébrité nationale. Il enchaîna avec une série de morceaux encore plus absurdes, percutants et ironiques, les Cactus, une pique métaphorique contre la société moderne et ses épines, les Playboys, une satire de la masculinité creuse, et J'aime les filles, une ode moqueuse aux femmes qui parvint pourtant à rester entre charme espiègle et controverse. En 1968, il est 5 heures, Paris s'éveille devint sa ballade la plus emblématique, une pièce à la fois belle et troublante, capturant le cœur battant d'un Paris à l'aube, enveloppé de poésie et d'une profonde mélancolie. Mais ce n'était pas que sa musique qui fascinait le public, c'était son attitude. Dutronc n'a jamais été lisse ou formaté. Il était rugueux, imprévisible, souvent irrévérencieux. En interview, il esquivait les questions par des blagues sèches, tirait sur un cigare, caché derrière ses Ray-Ban. Sur scène, il semblait parfois détaché, presque moqueur face à l'idée même de performance. C'était tout un personnage. Il se décrivait lui-même comme rebelle même contre la rébellion. L'exemple le plus célèbre de cette irrévérence eut lieu lors d'une émission télévisée en direct à la fin des années 1960. Alors qu'il interprétait J'aime les filles, plusieurs danseuses l'avaient rejoint sur scène. À la fin de la chanson, Dutronc, visiblement peu impressionné par la chorégraphie, fit un geste spontané simulant un coup de pied pour faire sortir une danseuse. Ce geste, censé être humoristique, fut jugé déplacé par les producteurs et entraîna une interdiction de 3 mois à la télévision française. Il n'en éprouva aucun remords. « Ça m'arrangeait », dira-t-il plus tard, « je n'avais de toute façon pas envie de faire la promo. » C'était là tout Dutronc, toujours un peu à contretemps, jamais vraiment vendable, totalement imperméable aux règles du show business. À une époque où les vedettes étaient soigneusement façonnées, Jacques Dutronc était un paradoxe, une célébrité à contre-cœur, un artiste qui se fichait des applaudissements. Et pourtant, son refus des conventions ne fit que renforcer son aura. À la fin des années 1960, il avait sorti plusieurs albums certifiés disques d'or, donné plus de concerts à travers la France et gagné presque malgré lui le respect du monde politique et culturel. Même le Premier ministre Georges Pompidou cita les Cactus à l'Assemblée nationale. Un moment surréaliste qui scella définitivement la place de Dutronc non seulement dans la musique populaire mais dans la culture française au sens large. Sa célébrité était bien réelle, mais jamais confortable ni pour lui ni pour ceux qui tentaient de le gérer. Et c'est peut-être cela qui la rend inoubliable. Les 2 femmes qui ont défini sa vie.
L'amour pour Jacques Dutronc a toujours été plus embrouillé que romantique. Ce n'était ni fleurs ni déclarations, ni cette passion qu'on expose au regard. C'était plus discret, plus contradictoire, deux moitiés de son âme partagée entre deux femmes très différentes. L'une, une icône qui a traversé le feu à ses côtés. L'autre, une force silencieuse qui l'a maintenue à flot dans l'ombre. Leurs noms, Françoise Hardy et Sylvie Duval. L'histoire de Jacques et Françoise ne commence pas par un coup de foudre, mais par la musique. Ils se rencontrent dans les années 1960, de jeunes artistes qui s'élèvent rapidement dans le tourbillon enivrant de la pop française. Françoise Hardy est déjà une sensation, sa chanson Tous les garçons et les filles faisant d'elle la voix d'une génération rêveuse et désenchantée. Jacques, lui, œuvre dans l'ombre chez Vogue, jouant de la guitare, composant, observant. Tous deux sont réservés, méfiants vis-à-vis de la célébrité, et étonnamment assortis. Elle est introspective, cérébrale, mélancolique. Lui est sarcastique, ironique, insaisissable. Et pourtant, quelque chose fonctionne. Ils commencent à collaborer musicalement. Il compose pour elle, elle l'inspire. Peu à peu, presque à contre-cœur, ils tombent amoureux. Pas d'un amour de magazine, mais d'un lien discret, complexe, fondé sur des rythmes partagés, une confiance créative et une fragilité émotionnelle. Ils emménagent ensemble et ont un fils, Thomas, en 1973. Pourtant, ils ne se marient pas pendant des années. Françoise, marquée par une enfance difficile et farouchement indépendante, a toujours rejeté l'institution du mariage. Jacques, éternel anticonformiste, n'en voyait pas l'intérêt. Cela changea en 1981, mais pas pour les raisons qu'on croit. Comme Françoise le révélera plus tard, la décision de se marier fut un acte de défi. Un magazine, Paris Match, préparait une couverture accusant le couple de vivre dans le péché. Outrés par cette intrusion, Jacques et Françoise prirent l'avion pour la Corse et se marièrent presque par provocation. Ils étaient furieux, se souvient Dutronc avec un sourire des décennies plus tard. J'étais rebelle à tout, même à la rébellion. La cérémonie fut modeste, intime, mais l'acte lui était typiquement dutroncien, anti-système même dans la conformité. Ils ne divorcèrent jamais. Même après leur séparation en 1990, Françoise retournant à Paris, Jacques restant dans leur maison de Monticello en Corse, leur lien perdura légalement, émotionnellement, artistiquement. Lorsqu'on lui demandait pourquoi ils n'avaient jamais officialisé leur rupture, Françoise haussait les épaules, « Ça ne me dérange pas d'être encore mariée avec lui ». En 2023, lors d'une interview, alors qu'elle luttait contre une maladie grave, Hardy disait avec une douceur limpide « Jacques est l'homme de ma vie ». Cette phrase avait du poids. À ce moment-là, la santé de Françoise s'était fortement détériorée à cause d'un long combat contre le cancer. Elle ne pouvait presque plus manger. Parler lui était douloureux. Son corps était fragile, mais son esprit restait lucide et son lien avec Jacques inébranlable. Et pourtant, la vie a continué. À la fin des années 1990, sur le tournage de Place Vendôme, Jacques fit une nouvelle rencontre, Sylvie Duval, maquilleuse de cinéma. Elle était calme, posée, absente des radars médiatiques, et très vite devint indispensable. Sylvie n'était pas du genre à accorder des interviews ou à poser devant les caméras. Elle accompagnait Jacques à de rares occasions, funérailles, hommages, apparitions discrètes. Mais chez eux, elle était partout. Jacques l'a dit simplement, elle sait tout faire, cuisiner, réparer. Sans elle, je ne sais pas comment je ferais. Avec l'âge, elle est devenue sa soignante sans le titre. Quand ses mains commencèrent à le faire souffrir à cause de l'arthrite, quand l'énergie pour tourner s'estompait, Sylvie était là. Elle est devenue la gardienne de sa tranquillité, de son quotidien, de son confort. Et pourtant, malgré cette longue relation, Jacques ne divorça jamais de Françoise, et peut-être ne le pouvait-il pas, car certains liens ne relèvent pas de la possession, ils relèvent de la reconnaissance d'un temps, d'un combat, d'une vie partagée. Sylvie l'accepta. Elle ne chercha pas à effacer Françoise. Elle s'inséra simplement dans un autre chapitre de l'histoire de Jacques, moins dramatique, plus stable, mais tout aussi profond. Et Jacques, il les a aimées toutes les deux à sa manière imparfaite, fuyante, mais secrètement fidèle. Deux femmes, un passé, un présent, et quelque part entre les deux, l'âme tourmentée d'un homme qui n'a jamais voulu être défini par quoi que ce soit, ni par la musique, ni par le mariage, ni même par l'amour. Mais au fond, ce sont bien ces deux femmes qui ont donné à sa vie sa véritable profondeur. Les années Van Gogh et les rêves perdus. Dans les années 1990, le jeune rebelle au sourire en coin et au cigare omniprésent s'était assagi. La production musicale de Jacques Dutronc avait ralenti. Il ne courait plus après les classements,
ne cherchait plus à rester dans l'air du temps. Le chaos scintillant des années 60 était bien loin, et la scène yéyé qu'il avait contribué à façonner n'était plus qu'un souvenir teinté de nostalgie. Mais Dutronc n'avait jamais été un homme à talent unique ni à chemin tout tracé. Alors que sa guitare se taisait, l'appel de la caméra se fit entendre. Il avait déjà fait quelques incursions dans le cinéma dès les années 1970. Mais c'est en 1991 que Jacques Dutronc fit un saut décisif, presque choquant. Cette année-là, il endossa le rôle de Vincent Van Gogh dans Van Gogh, le dernier chef-d'œuvre du réalisateur Maurice Pialat. Le choix surprit, Dutronc, le farceur, le chanteur aux paupières mi-closes et à l'humour pince sans rire, interprétant l'un des génies les plus tourmentés de l'histoire de l'art. Puis vint le film, et ce n'était pas seulement réussi, c'était bouleversant. Le Van Gogh de Pialat n'était pas un biopic classique. Il évitait les clichés, l'oreille, les tournesols pour se concentrer sur les derniers mois du peintre, explorant le quotidien, l'érosion mentale d'un artiste incompris et malmené. Le jeu de Dutronc n'était pas théâtral, pas même émotionnel au sens habituel, mais il avait une profondeur troublante, silencieuse, inquiétante. Les critiques disaient qu'il ne jouait pas Van Gogh, il l'habitait. Un journaliste écrivit « Dutronc ne joue pas, il disparaît dans le personnage ». Pour ce rôle, Jacques Dutronc reçut le César du meilleur acteur, la plus haute distinction du cinéma français, une reconnaissance de son talent, de son instinct et de son refus de se conformer. Il était passé de rockstar à acteur de composition sans jamais trahir son essence. Toujours distant, toujours énigmatique, mais désormais magnétique. Et pourtant, derrière les éloges, quelque chose le rongeait. Jacques avait toujours été fasciné par la narration, non seulement en tant qu'interprète, mais en tant que créateur. Tout au long des années 1980, alors qu'il tenait des seconds rôles et composait à l'occasion, il commença à écrire un film à lui, une histoire qu'il voulait raconter à sa manière. Le projet s'intitulait Pinzouti, un mot corse signifiant l'étranger. Le film devait parler d'identité, d'isolement, de cette tension étrange entre appartenance et exil. Des thèmes taillés sur mesure pour un homme comme Dutronc, installé en Corse depuis longtemps, en retrait volontaire de la célébrité. Il écrivit le scénario. Il chercha des lieux de tournage. Il imagina les scènes dans sa tête. Mais le film ne vit jamais le jour. Le financement échoua. L'intérêt s'évapora. Jacques, qui n'avait jamais été un battant ni un marchand, refusa de mendier auprès des producteurs. Il laissa le projet s'effacer. Ce ne fut pas un échec dramatique, pas de scandale, pas de polémique, juste un rêve qui s'éteignit sans bruit. Il devint une de ces ombres à demi formées qui flottent aux marges de la carrière de Dutronc, le film qui aurait pu exister, le lui qui aurait pu être réalisateur. Il n'y revint jamais. À la place, il continua à jouer de temps à autre, apparaissant notamment dans Place Vendôme, où il rencontrerait Sylvie Duval, la femme qui deviendrait discrètement sa compagne pour les 2 décennies suivantes. Il donna la réplique à des légendes comme Isabelle Huppert, Catherine Deneuve ou Romy Schneider. Cette dernière fut d'ailleurs brièvement sa maîtresse durant le tournage de L'importance est d'aimer. Mais Van Gogh resta son sommet, et Pinzouti sa phrase inachevée. Certains disent que Jacques n'avait pas l'ego nécessaire pour être réalisateur, d'autres qu'il lui manquait la patience. Mais peut-être que la vérité est plus simple. Dutronc a toujours vécu sur les lisières, à moitié dedans, à moitié dehors, la musique, l'amour, la célébrité, même le cinéma. Il s'y engageait quand cela l'intriguait et s'en retirait dès que cela exigeait trop. Le monde se souvient de Van Gogh, il applaudit le César. Mais dans un tiroir discret à Monticello, il y a peut-être encore un exemplaire de Pinzouti, une histoire jamais racontée par un homme qui a toujours préféré l'ombre à la lumière. Paternité, addiction et le temps qui passe. La relation entre Jacques et son fils Thomas n'a jamais été simple. Ils partagent le même don, le même humour, les mêmes contradictions. Ces dernières années, Thomas s'est confié sur les failles de son père, les cigares qu'il n'a jamais abandonnés, l'alcool qu'il a parfois laissé, mais jamais pour longtemps. Il a souvent arrêté de boire, mais jamais de fumer, avoue Thomas. Quand il boit, il ne s'arrête pas à un verre, il vide la bouteille, puis la boîte. Et pourtant, il y a aussi de l'admiration. Thomas dit que la voix de son père est restée jeune, bien après ses 80 ans. Lors de leur dernière tournée ensemble, Jacques recevait des traitements en coulisses pour tenir jusqu'au bout du concert, ses doigts douloureux d'arthrite. Mais il montait sur scène, il chantait, il souriait encore. En novembre 2023, Jacques publia ses mémoires « Et moi, et moi, et moi », et y confia ce qu'il n'avait jamais osé dire, la douleur d'avoir vu son propre père mourir dans ses bras en 2004. « Il est mort dans mes bras », écrit-il. Quand on a transporté son cercueil par la mer, j'ai pris une photo du bateau.
Mais quand j'ai regardé plus tard, le bateau avait disparu, invisible. Il s'était évaporé. Un adieu final comme un tour de magie. Tragique, doux, indiciblement triste. Le silence d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Jacques Dutronc ne se produit plus. Le dernier concert de sa tournée avec Thomas a eu lieu en décembre 2022. Puis il s'est arrêté, non pas par envie, mais parce que son corps ne répond plus. Il vit en Corse, caché dans les hauteurs de Monticello, entouré de silence. Ses mains ne lui permettent plus de jouer de la guitare comme avant. Sa voix, si mordante, si ironique, se fait rare. Ses proches disent qu'il garde le moral, mais la scène est derrière lui. Les applaudissements se sont tus et la femme qui porte encore son nom, Françoise Hardy, s'éteint lentement à Paris, son corps ravagé par les traitements, ses nuits plus douloureuses que ses jours. Dans des interviews récentes, elle a confié ne pas craindre la mort pour elle-même, mais pour le chagrin qu'elle laissera à Jacques et Thomas. Thomas, qui regarde ses deux parents décliner. Jacques, qui s'est rebellé contre tout, sauf contre le temps. Il y a un étrange silence dans le monde de Jacques Dutronc aujourd'hui. Son histoire n'est pas tragique parce qu'elle se termine. Elle l'est parce qu'elle a toujours été écrite avec des ombres en marge. Et désormais, ces ombres ont tout envahi. Et vous, que retenez-vous le plus de la musique ou de la carrière de Jacques Dutronc? Partagez vos souvenirs en commentaire. Et si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochains récits.